Salut mes balistes sharp, c'est Chris Comte et putain regardez le nom de cette poiscaille en vrai. Mais imaginez que vous soyez tranquillement en train de bronzer sur une plage paradisiaque et là vous voyez une énorme vague arriver vers vous. Ouais, c'est Gustave qui a sauté d'un bateau et qui a provoqué ça. Ça c'est une blague de 6ème, hein, fais gaffe. Là on parle d'une des catastrophes naturelles les plus graves qui puissent arriver. Et pour pouvoir expérimenter qu'est-ce que ça fait du coup de se prendre une vague dans la tronche et comment survivre, eh bien regardez qui voilà. Alors non c'est pas Gustave, juste à côté. Ah voilà, c'est Bal. C'est un autre bonhomme qui est un peu plus dégourdi quand même entre nous. Bon alors là cela dit, il a pas l'air de savoir à quoi s'attendre. Mais en vrai, on va se mettre à la place de Bal. Est-ce qu'on peut se préparer à un tsunami? Qu'est-ce qui peut nous donner le plus de chances de survivre? Et quelles sont les choses à faire et surtout celles à ne surtout pas faire? Eh bien on verra ça ensemble grâce à vos participations sur mon compte Instagram et c'est Bal qui va s'y coller. Et du coup une seule question se pose, comment survivre à un tsunami? Eh bien voilà, Bal et Gustave prennent l'avion et vont directement à Hawaï. Et ils se retrouvent alors sur la plage d'Hilo, une petite ville sur l'île principale de l'archipel. Et là visiblement, ils se font plaisir quoi. Bon, ils sont contents d'être en vacances, il n'y a pas grand chose qui les tracasse, à part peut-être ce qu'ils vont bouffer ce soir, quoi. Et du coup, là, les deux, ils décident de faire du paddle. Et là, du coup, Bal prend le coup de main, etc. Gustave a l'air un peu moins dégourdi. Mais en tout cas, après quelques dizaines de minutes, il y a un truc qui cloche. Et là, du coup, Gustave, il se dit, mais non, ça va. Il se la coule douce, quoi. Mais Bal, il est un peu plus inquiet. Il a l'impression de ressentir une espèce de tremblement de terre, comme une sorte de secousse sous lui, qui viendrait du fond de l'océan. Quelques dizaines de secondes plus tard, là, il y a vraiment un truc sérieux, car les sirènes commencent à retentir sur la plage. Comme les sirènes qui sonnent le premier mercredi du mois, là? Exactement, sauf que... regarde, c'est qui t'es, toi? Bah écoute, j'ai vu de la lumière, donc je suis venu, quoi. Ah, ok. Alors oui, je vous présente Ulysse. C'est le troisième larron. Du coup, il y a Ariane, il y a Edgar et Ulysse maintenant, du coup, qui vont former le trio du nouveau roman que je suis en train d'écrire et qui s'appelle Noisuli. Je vous en reparlerai à la fin. Du coup, donc, il y a vraiment un truc qui merde. Là, il y a les sirènes et ça indique qu'une seule chose, un tsunami arrive. Là, une première question alors se pose, est-ce que les deux loustiques doivent-ils rester sur leur paddle, là où ils sont tranquilles, ou rejoindre la terre ferme? Eh bien, c'est vous qui avez tranché sur mon Insta. Et quand même à 2/3, eh bien vous préférez qu'ils rejoignent la terre ferme. Eh bien votre choix semble logique parce que le paddle ne sera d'aucun secours. Mais je comprends pas, un paddle ça flotte, non? Ouais, ça flotte, mais parfois ça peut couler. En fait, là, ils sont pas très loin du rivage, tu vois, à quelques centaines de mètres. Et donc, pour eux, il est plus safe de retourner directement sur la terre ferme. Après, s'ils avaient un bateau, mais un vrai bateau, pas une vieille planche, du coup, avec des rames, là, il aurait été plus sûr pour eux d'aller en pleine mer, où ils auraient été en sécurité. Mais ce n'est pas le cas, alors n'en parlons pas. Et vos chances de survie, là, vont grandement dépendre de la distance à laquelle vous êtes de la plage. Et donc là, les gars, je vous conseille de ramer très vite jusqu'à la plus... Gustave, qu'est-ce que tu fous? Gustave? Mais il est vraiment con, lui, c'est pas possible. Oh putain, mais Gustave, t'as rien compris, tu n'entends rien, Gustave. Bon, tant pis, laissons-le, on découvrira plus tard ce qu'il est advenu de lui. Mais là, revenons-en à Bal, qui vient du coup de rejoindre la plage et qui est complètement paniqué. Et là, il a beau se préparer à l'éventualité d'une chose comme ça, eh bien le fait de l'affronter est différent. Et là, en vrai, quand vous allez dans des pays comme ça, typiquement Hawaï, informez-vous sur les risques qu'il y a. Là, typiquement les risques de tsunami, pour éviter d'être pris au dépourvu au moment où ça arrive et de risquer votre vie, quoi. Donc là, Bal aurait dû s'informer. Et j'ai envie de vous dire, un tsunami, en vrai, qu'est-ce que c'est? C'est quoi un tsunami? Eh bien, tsunami, c'est un mot d'origine japonaise qui signifie vague portuaire. Donc, vous l'avez compris, tsunami, je le précise, c'est qu'il y a de l'eau, ok? C'est pas lié à un ouragan, à une tornade ou ce genre de choses. Et donc, c'est un enchaînement de vagues et un gros déplacement d'eau. Voilà, c'est la définition. Alors, ça va être provoqué, la plupart du temps, par un tremblement de terre. Ça peut être aussi un glissement de terrain, sous-marin ou même une explosion volcanique. Bref, un gros boom qui provoque une grosse secousse et des vagues. Et plus l'eau va parcourir de distance, plus la vitesse des vagues diminue. Mais leur amplitude augmente, c'est-à-dire que du coup, ça va être de plus en plus haut et ça peut atteindre 30 mètres. Ça doit être impressionnant à vivre. Et là, ces vagues se dirigent donc, comme je l'ai dit, tout doucement vers Bal. Et là, du coup, notre bonhomme est toujours sur le sable et il s'aperçoit que l'eau s'est rapidement retirée au large. Là, ça commence rapidement à puer. Parce qu'il le sait, là, ça veut dire que les grosses vagues vont venir s'écraser sur les terres dans quelques minutes seulement. Et il faut pas faire l'erreur que tout le monde fait, c'est se dire « Waouh, il y a plus d'eau sur la plage, on va aller voir. » Ne vous rapprochez pas, vous êtes foutus sinon. Va falloir se casser de là, ça. Ouais, mais une question se pose aussi tout aussi vitale que la première. Est-ce que la Bal doit se précipiter vers une colline qui n'est pas loin ou doit-il monter au sommet d'un haut bâtiment qui se trouve juste à côté? Eh bien là, vous avez tranché.
Et là, à 2/3, vous préférez qu'il aille plus loin, mais qu'il se dirige vers la colline. Bah là, ok, mais il va falloir qu'il presse bien le pas parce que c'est pas non plus la porte à côté. Et là, je vous avais dit, bon, ok, quand les vagues et l'eau atteint les côtes, elles vont moins vite. Par contre, elles sont plus hautes. Cela dit, quand je dis moins vite, elles peuvent aller quand même à plusieurs dizaines de kilomètres/heure. Donc, si vous courez pas vite, vous êtes débordé. Et si les vagues vous touchent, vous êtes emporté. Et là, vous pouvez pas lutter contre le courant. Vous pouvez vous fracasser contre un immeuble, une bagnole, une poubelle, et vous crevez. Bref, là, notre professeur Ball va se taper le sprint de sa vie et après quelques minutes à courir comme un dératé, il arrive à atteindre une petite hauteur. Et là, derrière lui, il se retourne enfin et il voit le chaos. Il y a des cris qui ne cessent de retentir et bien évidemment, la première vague a fini par atteindre la côte, puis la partie côtière de la ville dans un énorme fracas. Là, les petits cabanons de plage, c'est emporté. Tout comme les voitures, les maisons proches du rivage avec des fondations bancales qui semblent avoir été emportées ou explosées par la puissance de l'eau. Bref, c'est le début de l'enfer. Un enfer aquatique. Mais c'est juste une grosse vague qui arrive. Bien Ariane, honnêtement, ça dépasse facilement les 15 mètres. C'est un immeuble de 5 étages. Et du coup, si Ball avait pris pas mal d'avance et un peu de hauteur, là, hélas, la colline n'est pas assez haute et il finit par se faire renverser par la vague. Mais bon, heureusement, cette dernière s'est pas mal fait freiner par la distance parcourue sur Terre. Ça freine tu vois. Et donc là, Ball va ne trébucher qu'au sol, hop, voilà. Et il se blesse légèrement les genoux. Mais donc, vous l'aurez compris, votre objectif est simple, aller le plus haut possible. Et il faut faire vraiment attention aux premiers bâtiments que vous voyez, même s'ils ont l'air hauts, parce que si les fondations ne résistent pas, le bâtiment s'écroule et vous finissez sous les gravats et sous l'eau. Après, attention, ça ne veut pas dire que vous allez en sortir à tous les coups. Mais à défaut, s'il n'y a pas de colline aux environs, essayez de monter aux bâtiments les plus hauts quand même. Parce qu'une vague de 15 mètres, ça avale un bâtiment de 3 étages. Vous avez plus de chances de survie que de toute façon dans votre bagnole, je pense. Ah, et j'imagine que c'est dur d'établir un plan d'action type, non? Ouais, en effet, Ariane. Globalement, ça dépend là du temps que vous avez devant vous. Et pour le cas de Ball, il avait un peu de marge de manœuvre. Donc la colline semblait être la meilleure solution. Et surtout, Ball a fait quelque chose d'encore plus vital. En choisissant la colline, il a choisi la vie, il a choisi l'espoir, il a choisi Jésus. Il a choisi le truc le plus éloigné de la côte. Ce qui n'est pas le cas si vous avez choisi un bâtiment en hauteur, logiquement. Mais là, notre petit professeur n'est pas sauvé. En fait, loin s'en faut. Car malheureusement, un tsunami ne se compose pas que d'une seule vague. Il y en a plusieurs. Et là, il y a la deuxième qui arrive et qui va venir frapper. Ouais, mais celle-là, elle sera plus petite. Je te la surfe easy. Ouais, enfin, calmos, Ulysse, du coup. C'est ton premier script, calme-toi, d'accord, Tu veux finir comme Gustave, Et en vrai, non, en fait, ça peut être le contraire. Elle peut être encore plus mortelle que l'autre. Et là, c'est le cas. Autant la première faisait 15 mètres, autant celle-là en fait 20. Après, il n'y a pas de vraie règle établie, vous voyez, de ce côté-là. Mais en vrai, il n'est pas rare que la première ne soit pas la pire. Surtout que les suivantes, elles profitent du terrain dégagé, vu que la première vague a déjà tout foutu en bordel. Elle a tout arraché, donc la deuxième, elle fait vas-y, c'est quartier libre. Alerte au Google. Sauf que, vous voyez, cette vague qui s'écrase sur la petite colline, là, avec Ball, ça va fragiliser la colline. Après, tout dépend de la magnitude du séisme, donc sa force et de son épicentre, c'est-à-dire là où il a frappé. Mais en moyenne, il y a 7 à 8 vagues importantes qui viennent s'écraser sur les terres. Donc là, on est qu'au tout début. Là, notre professeur Ball va expérimenter ce qu'on appelle un danger secondaire, ici d'un tsunami, Et ça va être le glissement de terrain. Et donc là, il n'est plus à l'abri sur son monticule et il glisse tout doucement vers la ville. La colline glisse vers la ville. Et là, dans sa chute, il va tomber, il va se cogner et il va perdre connaissance. Et après du coup quelques dizaines de minutes, il revient à lui et là c'est le chaos. Là il voit des personnes qui hurlent, qui saignent, qui cherchent des proches dans une hystérie totale. Et il voit aussi des corps sans vie. Et là va alors s'enclencher un nouveau mécanisme de survie, celui de ne pas craquer mentalement. Et pour pas se laisser emporter par la folie, Ball essaie de porter secours comme il peut. Et là sous le coup de l'adrénaline, il sent pas ses douleurs, il voit même pas qu'il a une énorme plaie au crâne. Et alors qu'il est en train d'aider comme il peut, au loin il voit une troisième vague qui va s'apprêter à frapper l'île. Mais là elle a l'air d'être moins violente. Cela dit, ça va pas l'empêcher de tout raser sur son passage, encore une fois, et de causer de gros dégâts. Et du coup là, Ball réalise à ce moment-là qu'il est de retour dans la ville, ou plutôt de ce qu'il en reste. Parce qu'il y a de la tôle partout, des bâtiments qui ressemblent plus à rien, l'eau est absolument dégueulasse, elle est d'une couleur marron qui fait qu'on ne voit même pas où on marche. C'est pas l'eau turquoise cristalline des cartes postales là, c'est moins vendeur. Voilà. Et du coup, impossible de savoir jusqu'où l'eau est profonde ou pas, mais au bas mot, il semblerait qu'il y ait à peu près 1 mètre de flotte partout. Là, Ball du coup décide de fabriquer une espèce de radeau de fortune pour se déplacer, parce que l'objectif ici, c'est de ne pas se couper les pieds ou les jambes avec quelque chose qu'on
voit pas dans l'eau, comme l'eau est complètement trouble, bah s'il y avait de la tôle qui était au fond, il pourrait facilement en fait s'arracher un pied. Une grosse entaille, il perd son sang, il s'évanouit, c'est vraiment pas le bon moment quoi. Et là du coup le prof se confronte aussi alors à un gros problème, sa déshydratation. À ce moment-là, il a pas bu d'eau depuis des heures et il a même bu la tasse. Et du coup, bah boire la tasse de l'eau de mer, bah du coup ça fait que le sel contenu dans l'eau de mer fait que vous allez avoir encore plus soif. Mais bon, voilà, il s'est fait son petit radeau et là il s'est mis à naviguer dans les ruines pendant une grosse heure. Et à ce moment-là, il tombe sur une espèce de jardin. Là, comme du coup il est un peu sur une colline, c'est un peu vallonné, donc ça a l'air d'avoir été un peu épargné. Et justement, ce jardin comporte un puits. Voilà, l'installation semble encore en état, il va enfin pouvoir s'abreuver. Mais au dernier moment, là il se pose une question. Faudrait que je demande peut-être aux abonnés Insta de Chris. D'ailleurs, ils sont abonnés au compte et ils ont eu raison. Mais bon, du coup, surtout, en fait, qu'est-ce qu'il devait faire? Bah là, à ce moment-là, est-ce qu'il doit boire ou passer son chemin? Vous avez choisi qu'il souffre parce que aux 3/4, vous préférez qu'il passe son chemin. Eh bien, ok, soit, vous choisissez qu'il meurt de soif, pas de problème. Personnellement, j'aurais fait le même choix. Il peut pas savoir ce qu'il y a dans le sous-sol. Eh bien oui, Ariane, tu mets le doigt sur quelque chose de très important. Parce que bon, en effet, même si la surface du puits semble sécurisée, bah, le danger est invisible. Parce qu'on rappelle quand même que le tsunami, il tire son origine d'un tremblement de terre. Et donc on sait pas trop ce qui s'est passé sous l'île à cause des secousses, des tremblements. Peut-être que les nappes phréatiques, là où il se trouve la flotte, elles ont pu être contaminées par de l'eau de mer. Et même s'il n'y a pas de traces visibles, le puits est peut-être rempli de boue. Après là, le cas présent, on parle d'un puits, mais en vrai, ça vaut pour toutes les sources de flotte. Les robinets et compagnie. Hélas, évitez de boire de l'eau. Bon, en vrai, déjà, survivre au tsunami, c'est déjà un sacré tour de force. Donc, vaudrait mieux éviter d'une mort secondaire toute bête en buvant de l'eau, quoi. Et où vous n'êtes pas en état de pouvoir résister peut-être à des bactéries, des virus, je ne sais quoi. Bref, Bal continue sa petite croisière qui le ramène là, mine de rien, vers le centre-ville, qui s'est transformé un peu en une petite Venise des pauvres, hein, du coup, hélas. Et là, plus il se rapproche de la mer, même s'il en est encore à des centaines de mètres, bah plus c'est le chaos. Et c'est d'ailleurs là que les dégâts sont les plus importants. Alors voilà, plusieurs heures sont passées, à peu près 12, mais Bal, bon bah il a perdu un peu la notion du temps. Il sait juste qu'il y a eu 3 vagues, mais heureusement du coup c'était les 3 les plus mortelles, et après du coup ça se calme, c'est un peu plus supportable. L'épicentre étant d'ailleurs assez proche de l'île d'Hawaï, les vagues ont cessé de déferler, et le calme qui règne maintenant est assez glaçant. Mais attends, elles peuvent parcourir beaucoup de distance, les vagues d'un tsunami? Eh bien, oh que oui. Par exemple, pour le tsunami de 2011 qui a provoqué la catastrophe de Fukushima au Japon, les vagues ont mis 21 heures à atteindre le Chili. Donc bon, elles ont navigué. Et là, du côté du prof, c'est plus trop les vagues le problème, mais plus celle de survivre dans un environnement calme qui est devenu hostile. Et là, en continuant sa route, il aperçoit 2 gosses sur ce qui reste d'une maison. Et là, il se dit qu'il doit peut-être aller leur porter secours. Là, qu'est-ce qu'il doit faire? Aller les secourir en urgence ou alors étudier les lieux, quitte à perdre un temps précieux. Eh bien, aux 2/3, vous préférez qu'il perde un peu de temps, mais qu'il voit en fait s'il n'y a pas un risque pour lui. Et là, justement, il s'aperçoit qu'autour de la maison, il y a des bidons bleus qui sont éventrés, et il voit que ces bidons ont un pictogramme de tête de mort dessus. Il sait pas ce que c'est, mais visiblement, il faut éviter de nager dans les environs. Ce serait une mauvaise idée. Et surtout, détail important qu'il n'avait pas relevé au début, mais un poteau électrique dépasse de l'eau, un peu plus loin. Et là, est-ce que c'est encore alimenté? Il ne sait pas, mais dans le doute, mieux vaut éviter de s'électrocuter. Ouais, ce serait con de finir comme Claude François. Ouais, t'as tout compris. Et c'est aussi un des dangers principaux après ce genre de catastrophe naturelle. Et donc là, sa survie va passer par de l'observation et de l'interprétation. Faut pas foncer tête baissée, faut éviter d'être impulsif. Là, le danger immédiat a été écarté avec les principales vagues. Faut être un peu plus chill. Et puis, en même temps, là, il faut qu'il regarde, est-ce que la maison a l'air d'être stable encore, ou alors elle est en train de se casser la gueule. Et du coup, il prend vraiment sur lui parce qu'il analyse tout ça pendant une bonne heure. Tiens, j'y vais pas, les gosses sont en train de chialer, en train de crier. Mais finalement, il se dit, ok, let's go, j'y vais. Bon, alors là, je vous ai pas comment il fait, mais du coup, il finit par contourner, il passe par un autre bâtiment pour éviter de se taper les dangers qu'on a vus. Mais d'ailleurs, il est où, tonton? Et il y a toujours aucune trace des secours, en fait? Pour Gustave, je sais pas. Je sais pas ce qu'il est devenu. Et pour les secours, comme c'est le bordel sur l'île, au large de celle-ci, les conditions météo, ça aide pas trop pour que du coup, il y ait des bateaux pour pouvoir venir aider. Pas encore, quoi. Et donc là, Bal va gagner un peu de répit supplémentaire, si on peut dire ça comme ça. Et il met enfin la main sur une bouteille d'eau qui est scellée et donc qui semble être sûre. Et là, il peut enfin boire. Bingo. Et puis, quelques minutes plus tard, là, Bal va se hisser sur le toit de ce qui reste d'un camion qui est assez haut pour ne pas être englouti. Et là, il va avoir les 2 gamins avec lui qu'il a secourus. Et là, il profite de ce moment safe sur ce camion pour fermer les yeux un instant et complètement exténueux, il s'endort ou il s'évanouit, on sait pas trop d'ailleurs.
Et là, il est finalement réveillé par le bruit d'un hélicoptère au-dessus de lui. Et là, il comprend que les secours arrivent enfin sur l'archipel, même s'ils vont se poser quand même très loin par sécurité. Et du coup, 2 heures quand même après avoir vu l'hélico, eh bien, il y a un bateau qui arrive et qui va se frayer un chemin à travers les débris et qui va arriver à sa hauteur. Et là, ça va être une équipe de la Croix-Rouge qui vient à leur secours. Et après plus d'une quinzaine d'heures de cauchemar, Ball est enfin pris en charge. Il va passer alors quelques jours en observation dans un hôpital de San Diego. Là, ils sont aux États-Unis. Donc voilà, il s'assure qu'il n'y a pas de séquelles physiques. Et là, il pourra ensuite reprendre l'avion pour revenir en France. Après, côté psychologique, c'est par contre une autre paire de manches pour lui, parce que tout ce qu'il a vu, ça l'a traumatisé, ça l'a flingué, quoi. C'est complètement excessif, donc ça déstabilise totalement. Et du coup, sa survie complète, vraiment avoir survécu et en être sorti, faudra aussi un accompagnement du coup au niveau de la tête. Dans son malheur, heureusement qu'il était seul là-bas, sans femme ni enfant. Ah ouais, et Gustave, il compte pas pour toi? Calmez-vous, on va découvrir où est Gustave plus tard. Et en vrai, dans ce genre de catastrophe, certaines personnes qui perdent leur moitié, leurs copains, leurs conjoints, ou même leurs enfants, peuvent ressentir de la culpabilité en vivant et se dire qu'ils auraient peut-être dû mourir avec l'autre. Et si on écume par exemple les témoignages de nombreux Français qui ont survécu au tsunami de 2004, on remarque que 20 ans plus tard quasiment, ils sont toujours meurtris suite à la mort de un ou plusieurs de leurs proches, quoi. Et là, comme Ball n'a toujours pas de signe de vie de Gustave, il est un peu affecté quand même. Mais en vrai, ils étaient pas si proches que ça, c'était relation très boulot. Mais bon, courage professeur, ne lâchez rien, vous allez finir par vous en sortir. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné les codes qu'il faut et puis les conseils pour pouvoir survivre à un tsunami. Évidemment, si vous allez dans un truc comme Hawaï, lisez les recommandations si c'est à risque de tsunami, bien sûr. Allez sur mon Instagram, elchrisconte, si ça vous intéresse de participer au prochain. Et comme je vous le disais, avec l'apparition de Ulysse, qui est le 3e personnage, si ça vous intéresse de suivre en fait les avancées de l'écriture de mon roman, sachez que vous allez pouvoir me suivre sur une mailing list privée qui s'appelle Morpho. Mais non. Morpho, c'est un nom qui est très important dans le roman puisque c'est le nom en fait des rêveurs lucides. Vous avez le lien en description et je vais vous donner des informations au fur et à mesure que ça avance. Donc vous allez vraiment avoir des infos exclusives par rapport à toutes les autres personnes. Vous allez pouvoir participer sur certains éléments de création aussi. Ah ouais. Et je vais vous apprendre aussi des vraies choses sur le sommeil et les rêves. Waouh, trop intéressant ça. Bref, allez checker ça. Je crois qu'il est en train de se préparer pour le ça fait quoi de tenir une semaine en apnée là. Et sur ce, nous on se retrouve pour la prochaine vidéo.